Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. L'ultime perfection, c'est la réalisation du paradis que cette planète peut être. Elle a tout pour être un paradis, mais on va regarder comme ça déjà, juste dans ce petit coin là qui paye pas de mine, qui est là. Et en fait, la planète est comme ça globalement. Bien sûr, il y a des villes, il y a des zones, etc., etc., mais globalement, toute la planète est, est aussi belle que ça. N'importe où qu'on soit, c'est de la beauté. La beauté est là. Et donc c'est un paradis en puissance. Alors nous, simplement, les hommes, font la maltraite. En fait, comme on est inconscient et qu'on n'a pas compris que notre rôle perdu au milieu de cet univers sans fin, là, voilà, on est sur une boule qui navigue dans l'univers et on trouve le moyen de se battre, de se faire tuer. Voilà, les dominants trouvent toujours des solutions pour que des pauvres types aillent se faire massacrer au lieu de développer la fraternité et les belles valeurs de l'humanité. Ben, c'est juste un peu d'inconscience en fait. On en est là au niveau de la conscience. Et donc le paradis dont je parle, c'est dans quelques centaines d'années. Il faudra encore quelques centaines d'années d'évolution, mais on y parviendra. On parviendra à le fonder, ce paradis. En fait, on y travaille tous les jours sans le savoir. L'humanité, chaque jour, travaille par le bien comme par le mal, elle travaille à construire ce paradis. Et on l'ignore, voilà. Mais il y a un certain moment dans l'évolution, dans notre évolution, où nous prendrons conscience de ce cheminement, de cette destinée, en somme. Et nous, voilà, on le réalisera de façon consciente au lieu de le réaliser de façon inconsciente. Voilà. Alors, eh ben, je suis tombé en vélo, malheureusement. J'ai des écorchures un peu partout, des coups, des contusions de tous les côtés. Mais enfin, curieusement, le divin n'a pas voulu toucher à ma tête. Donc j'ai des plaies un peu de tous les côtés, sauf la tête. Voilà, alors j'ai eu un peu peur, mais là ça y est, je retombe, la pression est retombée. Donc bon, ben, ça risque de faire une petite vidéo un peu particulière, mais voilà. Alors, et en plus, je suis parti avec deux ouvrages. L'ouvrage sur lequel je travaille depuis quelques jours. Et puis celui-ci, Les Stoïciens, Zénon, Cléante, Chrysippe, par Frédéric Ildefonse. Voilà. Et alors, je voulais lire un petit extrait que j'ai lu. Je ne l'ai pas lu ce livre, hein, donc je fais comme d'habitude, j'utilise des ouvrages comme ça que j'ai chinés à droite et à gauche, et juste pour essayer d'éclairer la théorie que je développe, donc cette théorie selon laquelle l'humanité évolue vers son ultime perfection. Et donc là par exemple chez les stoïciens, donc les stoïciens 1, il doit y avoir alors les stoïciens 2 je pense,
Dans les Stoïciens 1, elle parle, Frédéric, tel que c'est écrit, je pense que c'est une dame, Frédéric Ildefonse, elle parle de Zénon, de Cléante et de Chrysippe. Et ils viennent, et ben je vais dire un petit peu je vais faire les repères chronologiques, je vais lire ça, la première page. Alors, 353 avant Jésus-Christ, début des conquêtes de Philippe II, roi de Macédoine. 351, Démosthène, première philippique. 347-46, mort de Platon. La guerre de conquête entreprise par Philippe de Macédoine contre les Athéniens continue de faire rage. 343, Aristote se voit confier l'éducation du futur Alexandre le Grand par Philippe en 343. D'accord. 338, bataille de Chéronée, victoire de Philippe sur les Grecs, création de la Ligue de Corinthe. 336, assassinat de Philippe. Bon, à l'époque, les assassinats, comme on a connu par exemple celui de Kennedy, c'était monnaie courante dans les empires et dans les royaumes, etc. Avènement d'Alexandre en Macédoine. 335, de retour à Athènes, Aristote fonde au lycée une nouvelle école. 334, naissance de Zénon, fils de Mnacéas ou d'Éméas à Citium, sur l'île de Chypre. C'est un chypriote, Zénon. 331, naissance de Cléante, fils de Phanias, originaire d'Assos, futur successeur de Zénon, Échine contre Ctésiphon et Démosthène sur la couronne. Donc, Cléante a été le successeur de Zénon. 323, mort d'Alexandre. Ben, c'est vrai qu'il est mort très jeune en fait, Alexandre. Mort d'Alexandre, le parti national athénien, encore dirigé par Démosthène, oblige Aristote à quitter la ville. Ben, il ne faisait pas bon être philosophe à l'époque. On l'a vu pour ceux qui ont vécu les Platons, les Socrates évidemment. Et alors même Aristote a dû s'exiler en fait. 322, mort d'Aristote à Chalkis, où il s'était retiré, mort de Démosthène. 307 à 290, Zénon poursuit ses études à Athènes. Il suit les cours du cynique Cratès de Thèbes. Il suit ensuite en même temps qu'Archésilas ceux de Xénocrate à l'Académie, puis ceux de son successeur Polémon, l'académicien. Il a étudié la dialectique chez les Mégariques, Stilpon et peut-être Diodore Chronos. Fondation de la bibliothèque d'Alexandrie, qui malheureusement, je pense que c'est elle, a eu un fâcheux destin, et même un destin qui est tragique pour l'humanité quand on y réfléchit. Des dizaines de milliers d'ouvrages ont disparu, malheureusement. Et c'est quand même les choses les plus fondamentales. Et on voit comment, d'ailleurs, ça me permet de rebondir, on voit comment un monde comme celui que nous sommes en train de vivre là, le néolibéralisme, en créant en abêtissant le peuple, parce que c'est ce qu'il fait depuis 30 ans, à des fins, voilà, pour vendre son matos, le marché néolibéral abêtit la population depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis qu'il s'est imposé, depuis que le néolibéralisme s'est imposé, il abêtit le peuple. Et en abêtissant le peuple, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des gens qui brûlent des bibliothèques, on fait, voilà, qui peuvent détruire des œuvres d'art, qui peuvent détruire des vestiges, qui peuvent ne plus rien comprendre à l'art contemporain et décider de brûler des livres, de casser des œuvres d'art. Enfin bref, sans comprendre que c'est
c'est par ces œuvres d'art que l'humanité a évolué jusqu'au point où elle en est aujourd'hui. Et c'est tragique. Mais bon, c'est juste un moment, c'est un moment de l'évolution. Ce moment néolibéral. On est en train d'en sortir. Donc 277, naissance à Solès, en Cilicie, de Chrysippe, fils d'Apollonius, de Sol ou de Tarse. 262, mort de Zénon à l'âge de 98 ans. Ah, le Zénon, 98 ans. Selon Apollonius de Tyr, ou selon Persaïo, son disciple et serviteur, à 72 ans. Cléante prend sa succession à la tête du Stoa. 230, mort de Cléante. Chrysippe prend sa succession. 212, prise de Syracuse par les Romains. Et donc là, c'est Rome qui va s'imposer 200 ans avant Jésus-Christ. Et voilà. Alors, ça me fait penser que j'ai lu en picorant comme ça, j'ai lu quelque chose sur la mort et je pense que c'est la mort est-ce que c'est... Ben oui, on dirait bien que c'est la mort de Zénon. Voici comment il mourut. Donc, en sortant de l'école, il achopa et se brisa le doigt. Frappant la terre de la main, il prononça le vers tiré de Niobé. « J'arrive. Pourquoi m'appelles-tu » Il a 98 ans. Et aussitôt, il mourut en retenant sa respiration. Et là, justement, je l'ai lu à mon boulanger tout à l'heure, en prenant le café. Donc, j'avais ce bouquin-là, et puis j'étais en train de le picorer, et donc je suis tombé sur cette façon dont Zénon est mort. Et je lui ai lu, et j'ai dit, mais il devait être âgé, parce que à 50 ans ou à 60 ans, tu ne meurs pas en retenant ta respiration. Hein. Ton désir de vivre, l'instinct de vie, il est tellement puissant que même si tu retiens ta respiration, il te fait lâcher prise, quoi. Donc il faut bien arriver à cet âge-là pour pouvoir mourir de façon simple. Et ça me fait penser que mon père, à 101 ans, a décidé de mourir. Il a dit, voilà, appelez donc Jean-Marc, c'était moi, je suis le dernier de la fratrie. Et en fait, quand je suis né, le curé est allé lui annoncer ça sur un chantier où il travaillait. Mon père était maçon. Il est allé le voir et il lui a dit « Celui qui vous fermera les yeux vient d'arriver ». Et donc, c'est resté dans la mémoire de mon père. Et dans sa tête, c'était moi qui devais lui fermer les yeux, quoi. Donc, j'habitais pas là où il habitait. Il a dit appelez Jean-Marc, j'arrête de manger et je veux m'en aller. Et en fait, il est mort comme ça, en douceur. Et donc, ça veut dire que la vie est... bonjour. Le principe à l'origine de la vie, le principe créateur, la vie, on pourrait dire simplement, ou la nature, ou je ne sais pas, peu importe comment on appelle ce divin qui est à l'origine de notre arrivée sur cette planète, de notre vie, de tout ce qu'on voit, etc. Donc ce principe créateur, il est bienveillant. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va lire dans la prochaine étape de cette vidéo. Il est bienveillant parce que si on suit sa logique, eh bien, on vieillit tranquillement, on a une vie, on a de l'énergie, une sorte de... Voilà, un instinct de vie qui est très fort. D'abord, un désir de découverte, puis toujours avec ce désir de vie qui est extrêmement puissant. Et puis, on apprend, c'est l'adolescence, on fait des expériences, etc. On se confronte un petit peu
à la vie, à la mort, etc. Toutes ces valeurs, on prend conscience de la vie, puis on évolue, et puis on travaille, on donne le meilleur de nous-mêmes à cette humanité, et puis après on transmet notre savoir. Quand on a 50 ans, 60 ans, on va transmettre notre savoir aux jeunes générations, et puis après on part à la retraite, on s'arrête de travailler, et c'est valable pour les animaux comme pour nous, hein. Donc il y a quelque chose de magnifique. Et puis là, toutes les ambitions, les pulsions, l'agressivité, les désirs de réussite, tout ça, ça disparaît. On regarde ça avec en disant j'ai couru derrière des choses, c'était assez, voilà, et on se retrouve comme ça dans la vieillesse qui commence. On a nos sens qui commencent à diminuer, la vue, l'ouïe, etc., le toucher. On se recentre à l'intérieur de nous, donc tout ça est fait pour que on rentre à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on passe sur la sagesse en réalité. La logique veut que à 65, à 70 ans, etc., à 80 ans, on passe à un certain moment dans la sagesse et dans justement ce stoïcisme dont parlent les stoïciens. Et après, on apprend progressivement à accepter la mort. Et d'ailleurs, il se passe quelque chose psychiquement quand on vieillit, c'est que le travail se fait tout seul dans nos rêves, dans la nuit. Voilà, la mort, on a des rêves de mort, on a des rêves de fin de vie, etc. Et tout ça, ça nous aide à accepter progressivement, à accepter cette échéance-là. Et après, quand on est très très vieux, voilà, 90 ans, on est fragile comme une feuille, on est dans une position comme ça de fragilité, et donc en principe on peut mourir en paix, quoi. Comme ma voisine est morte dans son lit à 95 ans, voilà, c'est tout. Et donc tout est bien fait si on respecte ça. Et donc on n'est pas fait pour être malade à 30 ans, à 20 ans, pour avoir des cancers, des choses. C'est une aberration. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la façon dont on nous fait vivre, dont le monde nous fait vivre. On n'est pas fait pour ça, pas du tout. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo et je vais reprendre dans la foulée pour lire le petit passage que je voulais lire justement de Xénophon. Alors si vous pensez que ces visions atypiques qui naissent de l'esprit mon esprit est celui d'un autiste Asperger, donc si vous pensez que ces visions atypiques particulières méritent d'être un peu mises en lumière, vous pouvez mettre des pouces sur ces vidéos, donc des avis, vous abonner à la chaîne. Tout ça, ça augmente un petit peu la visibilité de la vidéo. Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre écoute et je vous dis à tout de suite. Merci, au revoir.